Alors Raphaël, vous utilisez une pince pour donner la nourriture. Oui. Là, vous leur donnez quoi comme poisson? C'est du filet de merlu. Du merlu? Merlu, ouais. Ça dure longtemps le nourrissage? Ça peut durer longtemps parce qu'on essaye de nourrir tout le monde. Donc ça peut prendre 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure et demie? Ça peut prendre 1 heure et demie, ouais. S'ils ne sont pas très motivés. Et là, ils sont comment aujourd'hui? Les stégostomas sont très motivés, mais c'est toujours le cas. Et les requins gris, ils vont attendre un petit peu. Il y a une technique particulière ou pas? La patience. À savoir-faire. Non, pas vraiment de technique, il ne faut pas leur faire peur, pas faire de mouvements brusques. Et non, sinon à part ça, certains ont des préférences, mais... Est-ce qu'à force, vous avez arrivé à reconnaître les individus On essaye. Depuis le dessus, c'est pas facile, mais on essaye. Pour certains, c'est évident. Pour d'autres, c'est un peu plus difficile, donc on essaye de repérer des caractères propres à chaque individu. Mais c'est pas évident toujours. Pourquoi c'est plus difficile par le dessus? Parce qu'on est habitué à regarder les marques qu'ils ont sur les nageoires ou sous le ventre et on ne voit pas du tout tout ça. Et c'est plus difficile d'estimer la forme ou la taille d'un individu depuis le dessus que sur le côté. On n'a pas poussé quand même la perfection, leur donner des petits noms Non, pas cela, non. Non. Donc Guillaume me disait qu'il y avait très rarement des problèmes entre eux. Rarement, ouais. Il arrive qu'un poisson malade se fasse attaquer, mais c'est que s'il y a un poisson malade, sinon dans l'ensemble ça va. Et si par exemple il y a 2-3 qui viennent pour vous retirer la perche et tout, voilà. Ça va être le dominant qui va prendre le morceau normalement, les autres vont s'écarter. Ça arrive souvent. Il y a une hiérarchie, on va dire, sociale dans le bac. Ouais. Avec les requins dominants, les dominés, et là on voit la femelle qui mange, elle va manger plus au fond. Mais de manière générale, on les trouve pas très affamés là. Hein. Ah non, ils sont pas affamés, ils sont bien nourris. Hein. Ouais. Ils se font un peu prier là quand même. Ah, c'est souvent comme ça. C'est pas du tout la frénésie alimentaire qu'on pourrait imaginer. Non. Ça casse l'image du requin sanguinaire. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire que psychologiquement quand même ils souffrent de l'enfermement dans un aquarium? Alors, la psychologie d'un poisson, c'est quelque chose qui est assez dur à déterminer, je pense, déjà. Est-ce qu'ils sont neurasthéniques? Voilà. Et l'avantage ici, c'est que les stars du bassin, c'est les requins gris, qui sont issus d'élevage. Donc ils sont nés dans un aquarium. Donc je sais pas si pour le requin ça joue, mais déjà, d'un point de vue éthique, c'est plus acceptable déjà. Si on les mettait en milieu naturel, là ce serait une catastrophe. C'est possible, ouais. Ils n'ont pas été habitués à des techniques de chasse, ils ne sont peut-être pas habitués à ce que dans le milieu naturel. C'est pas évident de tout à. On ne sait pas pourquoi ils refusent là. Parce qu'ils préfèrent le maquereau. Ah d'accord. Là c'est du filet. La préférence alimentaire là. Ah oui carrément, si je prends un maquereau, il y a de grandes chances que... Et on leur donne jamais de nourriture vivante. Non. Non, non. Que du poisson. Du poisson, du calamar. On a différents types de poissons, on a des maquereaux, du merlu et des caplins. Il serait inimaginable de leur donner de la viande de mammifères, par exemple. Oh oui, non, ça n'aurait pas de sens. Ils en mangent peut-être dans la nature quand ils rencontrent un cadavre de baleine ou des choses comme ça, mais c'est très occasionnel. Nous, ça n'a aucune justification. Donc ça casse encore l'image du requin qui est mangeur d'hommes. Voilà. Ouais.
supplémente avec des vitamines pour apporter tout ce qui pourrait manquer dans la nourriture congelée. Et donc c'est un apport. Il y a quoi dedans par exemple? Oh bah toutes les vitamines dont ils peuvent avoir besoin, ainsi que de l'iode et du calcium, donc qui ne sont pas forcément présents en quantité suffisante dans la nourriture qu'on leur apporte, puisqu'elle est décongelée. Et donc on l'incorpore dans la nourriture pour compléter. Ah, il est capricieux, hein? Ouais. Bah, c'est la fin du nourrissage, il a déjà bien mangé. Il a peut-être sorti la vitamine, non? Alors, ça peut arriver, mais comme ils sont habitués, normalement ils l'apprennent bien maintenant. Il y a jamais, vous les soignez jamais par antibiotiques comme ça quand il y a des problèmes ou... Alors, les antibiotiques c'est différent, oui, c'est quand on a des pathologies. Non mais par la nourriture, ça arrive ou pas? Oui, on peut incorporer les antibiotiques dans la nourriture, ouais. C'est le meilleur moyen d'ailleurs de s'assurer que les requins prennent leur traitement. Qu'est-ce qu'il y a comme maladies les plus courantes dans ce bassin? Alors, dans ce bassin on n'a pas beaucoup de pathologies, on n'a pas de problème. Après, dans des circuits comme ça, on a toujours des problèmes de parasitisme ou des petits problèmes de bactéries. Mais là, dans ce bac-là, on n'a pas trop de problèmes. Est-ce qu'il peut y avoir des risques d'occlusion au niveau du régime alimentaire? Non, les requins sont habitués à manger beaucoup de choses assez importantes et on n'a jamais eu de problème d'occlusion. Ça peut arriver, plus chez les jeunes, je pense, et chez les petits poissons, mais nous, chez nos requins, on n'a pas eu de problème d'occlusion. Alors vous êtes polyvalent ici, donc c'est vrai que vous avez d'autres tâches, donc l'entretien. On entretient les bacs, on plonge dedans pour nettoyer les décors, les vitres. On s'occupe des installations techniques, c'est-à-dire qu'on entretient les parties qui filtrent l'eau, puisque ici on construit, c'est pas une eau de mer naturelle, donc on ne peut pas juste apporter de l'eau neuve, on a besoin d'avoir des systèmes de filtration mécanique et biologique. Et donc ça demande beaucoup d'entretien quotidiennement. Alors votre métier, on pourrait l'appeler comment? Aquariologiste. C'est une bonne définition. L'aquariophilie, c'est quand c'est un hobby, quand c'est une passion, et quand on passe ça au niveau professionnel, c'est de l'aquariologie. Alors il y a un diplôme à passer pour ça? Il y a un cursus? Il y a plusieurs diplômes, plusieurs formations, un petit peu partout en France. À Nancy, à La Rochelle, C'est pas très courant quand même, comme métier. C'est pas courant. C'est pas courant, mais il y a quelques formations. Alors pourquoi vous l'avez choisi, vous? Par passion. Par passion? Depuis mon enfance, c'est ma passion. Qu'est-ce que vous préférez finalement dans votre métier faire? C'est l'avantage, tout est intéressant. Tout est intéressant? Ouais. Et quand vous plongez, pas d'appréhension alors? Pas d'appréhension, non, on les connaît bien et là de l'attention, il faut savoir ce qu'on fait, mais d'appréhension, non. Donc là on est où? Alors là on est dans la pièce du stockage de sel. Donc ce sont des big bags d'1,2 tonne. Il y a 1200 kg de sel dans chaque sac. Et c'est ce qui va servir à fabriquer de l'eau de mer. C'est du sel de mer? En gros. Donc c'est du sel qui va... Oui, non mais est-ce que c'est du sel de mer? Est-ce qu'il provient de... Il provient effectivement de la mer, donc c'est du sel qui a été récupéré par évaporation. Mais ensuite on rajoute d'autres oligo-éléments. Donc il n'y a pas que NaCl. C'est pas du sel qu'on peut récupérer en zone d'altitude ou voilà? Non, c'est du sel qui provient de la mer, donc, mais auquel on rajoute d'autres oligo-éléments. D'accord. D'autres éléments. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre 1 tonne de ce sel avec le chariot élévateur et puis on va verser le sel dans une cuve qui fait 30 000 litres d'eau douce. Donc le mélange ensuite entre cette eau et le sel va fabriquer l'eau de mer à une concentration de 35 grammes par litre. 35 grammes par litre. D'accord, merci.